bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être l'update lecture de janvier. Je suis contente parce que je suis plus ou moins dans les temps pour le moment. J'ai conscience que mes vidéos ont un problème de son. Moi, quand je les tourne, le son est bon. Quand je les ai sur l'ordinateur, le son est bon. J'améliore le son grâce à l'application de montage que j'utilise. Et pourtant, une fois sur YouTube, c'est pas bon du tout. Je cherche la solution, je suis désolée pour ça, je comprends tout à fait que du coup l'expérience est plutôt désagréable ou qu'on n'ait pas envie de regarder la vidéo. Voilà, j'ai pas du matériel de fou, je filme avec mon téléphone. Pour la grosseur de ma chaîne, clairement, je me vois pas investir dans des trucs de fou pour le peu de personnes qui regardent. Donc je fais avec les moyens du bord. Je suis désolée pour ça, mais j'espère que ça va s'améliorer. Passons maintenant au point sur ma palle. J'ai commencé l'année 2025 avec 74 livres dans ma palle. J'ai lu ce mois-ci 7 romans, dont un en audio, donc 6 romans qui faisaient partie de ma palle. Et j'en ai acheté 3, donc ma palle est maintenant à 71. On part bien. Tout en sachant qu'en plus sur les 3 romans achetés, en fait il y en a un que j'ai reçu pour la masse critique de Babelio, et il y en a 2, c'était des précommandes faites il y a plusieurs mois qui sont arrivées à ce moment-là. Si vous avez l'impression que ma bibliothèque est en désordre, vous avez tout à fait raison, c'est mon rêve de trouver du temps pour pouvoir tout réorganiser, tout ranger, vendre les livres que je ne veux plus, etc. Mais pour l'instant je n'y arrive pas du tout. On commence donc le premier roman, sans doute à cause de cette bibliothèque en désordre, j'ai pas réussi à le retrouver, j'ai aucune idée de là où je l'ai mis, donc je vous mettrai la petite miniature. Il s'agit du Dernier Juif de Noah Gordon que j'ai lu aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui était dans ma palle depuis peut-être 4 ans, 4 ou 5 ans même, je me demande. Je pense depuis 2019-2020, donc je suis très très contente de l'avoir enfin sorti. Dans ce roman-là, on va se retrouver en Espagne au moment de l'Inquisition au XVe siècle, et on va suivre un jeune juif, Fiona Toledano, qui va être forcé de quitter sa ville parce que les juifs ne sont plus les bienvenus, et que de manière générale, il y a eu un édit qui dit que tous les juifs doivent quitter le pays ou se convertir, tout en sachant que les gens qui se convertissent sont dans tous les cas vus d'un mauvais œil. On les soupçonne de continuer à pratiquer leur religion en cachette, et ils vont être souvent victimes de brimades, de tortures, d'emprisonnement, d'exécutions injustifiées. Bon, forcément, c'est-à-dire on les accuse de choses qu'ils n'ont pas forcément faites pour les pendre ensuite ou les brûler. Ce sont Donc voilà, c'était un temps assez dangereux pour être juif en Espagne à ce moment-là. Et Iona Toledano va quitter sa ville après avoir vu une partie de sa famille mourir. Et en hommage à son père, il ne va pas vouloir se convertir. Donc auprès des gens qu'il rencontre, il se fait passer pour un nouveau converti, mais au fond, euh, il ne l'a pas été, d'où le titre Le Dernier Juif d'Espagne. Et on va suivre sa vie à travers les années. Et en fait, j'ai trouvé le début du roman peut-être un peu répétitif, parce qu'il arrive dans une ville, il a besoin de travail, il va prendre le premier job qu'il trouve, faire ce boulot pendant quelques temps. Après, sa vie est de nouveau menacée parce que quelqu'un sait qu'il ne s'est pas converti, ou qu'il y a des membres du clergé et des membres de l'Inquisition qui arrivent, et c'est trop risqué, donc il s'enfuit. Il se retrouve dans une autre ville, il commence un nouveau métier, etc., etc. Et j'ai trouvé cette partie parfois un peu redondante et pas très entraînante. Par contre, à partir du moment où il va commencer son apprentissage de médecin, là c'était vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé la partie sur la médecine, et de manière générale, j'ai beaucoup aimé avoir le contexte historique, en fait, en savoir un peu plus sur cette période, parce que c'était pas quelque chose que je connaissais bien. J'avais des connaissances très très basiques, donc là j'en ai appris un peu plus. Iona Toledano, c'est un personnage qui est plutôt sympathique, qui est plutôt attachant, qui rêve de retrouver les derniers membres de sa famille qui lui restent, mais il ne sait pas s'ils sont vivants, ils se sont enfuis avant lui, et il n'a pas vraiment d'espoir de pouvoir les retrouver, mais ça reste dans un coin de sa tête. Et en même temps, il essaye de s'installer, il essaye de mener une vie, même s'il finalement il n'a pas vraiment de but en dehors de sa survie, en fait, puisqu'il ne peut pas pratiquer sa religion, puisqu'il n'a plus de famille. Et il s'enfuit toujours d'un endroit à l'autre sans se poser, sans vraiment savoir quand est-ce qu'il va connaître un peu de stabilité.
Donc c'était un bon roman, mais du même auteur, j'ai largement préféré Le médecin disparant que je vous recommande, qui était passionnant, où là aussi on suit un jeune homme qui veut faire un apprentissage de médecine et qui va voyager dans le monde, dans plein d'endroits, qui va se former auprès d'Avicenne. Donc c'était vraiment hyper intéressant de voir l'évolution de la médecine. J'avais adoré ce roman-là. L'autre petit défaut pour le dernier juif, hein, c'est pas un défaut du roman en soi, mais mon édition de chez J'ai lu mentionne le texte intégral. Et il se trouve que mon mari a lu le roman, mon mari est allemand, donc il l'a lu en allemand. Et je lui ai parlé d'un détail de la fin qui m'avait un peu chagriné, c'est qu'on ne sait pas finalement ce qu'est devenu le petit frère de Yona. Pendant tout le roman, il espère le retrouver, mais on n'a pas de nouvelles. Et le roman se finit et on ne sait toujours pas. Et il a été très surpris parce que dans son édition, il y a un dernier chapitre qui permet d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. C'est un chapitre qui se passe de nos jours avec deux autres personnages complètement nouveaux. Et en fait, au travers de leur discussion, on finit par avoir une petite idée de ce qui s'est passé. Et c'est pas un chapitre qui est ultra indispensable, mais qui est très sympathique, qui permet de boucler la boucle. Et je trouvais que c'était dommage qu'il ne soit pas dans le roman en français. Ensuite, je vais vous parler d'une petite déception. Il s'agit d'un classique que j'avais envie de lire depuis très longtemps et j'ai profité du fait qu'il soit publié par Tiber Édition. Il s'agit de La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Donc Tiber Édition, vous savez, c'est une maison d'édition que j'adore. Je suis fan de leur parution. Je les prends plus toutes parce que finalement, ça reste un sacré budget et que parfois, ben, voilà, quand le livre me tente pas ou quand c'est un classique que j'ai déjà lu et pas aimé, maintenant je les prends plus, mais je suis très attentivement et j'ai hâte de voir leur prochaine parution. Dans ce roman-là, on va être dans la baie du Massachusetts, si je ne me trompe pas, dans les années, alors j'ai un petit doute soudainement, mais je dirais que c'est au 15e, à mon avis, 15e ou 16e siècle. On est dans une petite colonie de puritains et on va suivre une jeune femme, Esther, qui est mise au banc public, on va dire, parce qu'elle a eu un enfant hors mariage. En fait, elle est venue s'installer en disant que son mari était resté en Europe, qu'il la rejoindrait plus tard. Son mari n'est jamais venu. Il est soupçonné d'être mort, mais ce n'est pas sûr. Et il se trouve qu'elle a eu un enfant. Et donc, elle est conspuée par cette colonie de puritains qui vivaient de manière très rigide selon la morale chrétienne. Et sa punition, c'est de devoir porter pour toute sa vie une lettre brodée, un A pour adultérine, je crois, et de devoir la porter tout le temps pour lui rappeler son infamie et la honte qu'elle a créée sur elle. Et en fait, cette jeune femme, elle va refuser de donner le nom de l'homme qui l'a entraînée dans le péché, malgré toutes les demandes, malgré les supplications des membres du clergé, elle ne va pas vouloir l'entraîner avec elle. Et donc on va suivre ce personnage, on va suivre aussi le pasteur de la ville et on va suivre un homme qui débarque, qui se présente comme médecin et qui a en fait un lien avec Esther euh, et qui est là pour accomplir une vengeance. Je vais essayer de ne pas en dire plus pour ne pas spolier. Ma déception, c'était que c'était pas du tout le roman auquel je m'attendais. Moi, je m'attendais quand même à un roman avec une héroïne très forte, très passionnée, voire même avec une belle histoire d'amour. C'est pas du tout ce que j'ai eu. J'ai eu un roman très pesant, très porté sur la foi, les tourments personnels, la culpabilité, la façon dont on va être rongé par ses péchés. Et du coup, c'était très lourd, j'ai pas vraiment adhéré. J'ai trouvé que l'un des personnages était absolument antipathique. Pendant tout le roman, il est là en train de se flageller, de s'auto-apitoyer tout le temps, mais il ne fait rien pour agir. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à lire ses atermoiements pendant tout le roman. Esther, c'est finalement un personnage qui reste un peu en retrait en fait. C'est censé être l'héroïne du roman, mais j'ai trouvé qu'elle était pas, elle prenait pas beaucoup de place. Ça restait une petite souris dans son coin, alors que la façon dont elle est décrite, ça reste une femme qui, malgré ce qui lui arrive, reste fière, reste forte, essaye de garder de la dignité même quand tout le monde se retourne contre elle. Donc j'ai pas vraiment adhéré. Ouais, j'ai pas vraiment compris ce roman, je pense.
De ce que j'ai appris sur l'auteur, en fait, ses ancêtres faisaient partie d'une colonie de puritains. Ils ont fait partie des gens qui ont jugé les sorcières à Salem. Donc c'est un peu une sorte de repentance qu'il fait pour eux. Disons qu'il avait très honte de ses ancêtres. Il a écrit ce roman pour dénoncer le comportement de ses ancêtres et des puritains. Donc je comprends ça, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus romanesque. Ensuite, par rapport à cette édition Tibère, vous pouvez voir d'après la couverture, et je vais essayer de vous trouver des images, que l'illustratrice est partie sur quelque chose de très très sombre, presque gothique. Je cherche, ouais. Voilà, moi j'ai plus l'impression que c'était Dracula et pas la lettre écarlate. Et j'ai pas vraiment accroché, je trouve qu'elle a rendu ça plus sombre que ça ne l'est, même si elle a un très beau trait de crayon, c'est pas la question. Mais moi j'aurais plus vu des couleurs un peu champêtres, puisque Esther elle vit dans une petite chaumière, elle connaît les herbes, elle a sa petite fille qui est un peu décrite comme une sorte de petit lutin bondissant, galopant, un peu malicieux. Voilà, j'aurais vu des choses un peu plus douces, un peu plus mélancoliques et pas ce noir rouge très agressif qui laisse penser à un récit presque horrifique qui pour moi ne colle pas. Autre roman pour lequel j'étais un peu mitigée, bien qu'il s'agisse d'une maison d'édition que j'adore, c'est Les 12 tribus d'Ati de Ayana Matisse que j'avais envie de lire depuis très très longtemps. Et comme le compte Instagram d'Emily, la pile à lire d'Emily, crée un challenge American Break sur l'année 2025, dont le but est de lire des romans de chaque État, ou en tout cas de chaque zone géographique du pays, j'ai commencé avec celui-là qui se passe en Pennsylvanie. Je pensais vraiment beaucoup aimer, et finalement ça a été un peu une déception. Dans ce roman, on va suivre la jeune Hattie qui débarque de sa Géorgie natale à Philadelphie dans les années 20, et elle découvre un monde tout à fait différent puisque dans le Nord, il n'y a pas les lois de ségrégation raciale de la même manière qu'il y a dans le Sud. Elle a le droit de marcher sur le même trottoir que des Blancs, elle a beaucoup plus de droits qu'il peut y en avoir dans le Sud, et donc elle décide de rester. Elle va se marier très jeune et elle va avoir beaucoup d'enfants, et chaque chapitre va se concentrer sur un de ses enfants. Et là où ça a été une petite déception, c'est que les chapitres sont très indépendants les uns des autres. Donc à chaque fois, on se focus sur un enfant, sur un moment de sa vie. Ça va pas être toute sa vie, mais ça va être peut-être quelques... Il va y avoir un résumé de certains moments de sa vie, et on va se focaliser sur un événement marquant, mais on va pas trop voir les autres enfants de la fratrie pendant ce temps-là. Donc finalement, c'est presque comme si on avait plein d'histoires, mais elles ne sont pas suffisamment reliées entre elles. Le point commun à chaque fois, c'est la mère, Hattie, mais même là, elle est quand même un personnage secondaire dans les histoires de ses enfants. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage. Pour moi, ça manquait clairement d'unité, de fil rouge. Je m'attendais vraiment à vivre la vie d'une famille foisonnante dans les années 20, de les voir traverser le siècle, puisque ça commence dans les années 20 et ça finit dans les années 80. Et je voulais les voir, ouais, voir les grands changements qu'il y a eu en Amérique tout au long du XXe siècle. Et j'ai trouvé que finalement, le côté historique était assez peu marqué, et le côté familial n'était pas présent, c'était plutôt des personnages indépendants, ce qui m'a déçue. D'autant plus que chaque personnage va avoir une vie finalement plutôt triste, plutôt marquée par le drame, par le tragique. Alors je sais que parfois il y a un certain déterminisme qui fait qu'on s'en sort pas, mais là pour le coup je trouve qu'il y avait plusieurs personnages qui méritaient de s'en sortir, et finalement maintenant ça va être une suite de viol, traumatisme, alcoolisme, folie, mort, enfin voilà, c'est vraiment... il n'y en a aucun qui va avoir une vie vraiment qui va marcher, et j'ai trouvé ça assez lourd à lire. Je pense que ça aurait été bien de temporiser, d'avoir peut-être un ou deux enfants qui s'en sortent ou qui ont un avenir un peu plus joyeux. Et ensuite, l'autre point, c'est que le personnage d'Ati, finalement, je ne l'ai pas trouvé très sympathique. Au début, on va très vite avoir beaucoup d'empathie pour elle parce que le premier chapitre est très marquant, qu'elle a un mari qui est un peu bon à rien, donc on ne peut pas s'empêcher
de l'apprécier. Mais en fait, après, quand on la découvre à travers les yeux de ses enfants, on découvre une mère qui était finalement très absente psychologiquement, qui n'a jamais été très attachante, enfin, qui a jamais eu de gestes très aimants, qui a jamais eu vraiment de tendresse pour ses enfants. Alors, on comprend pourquoi, hein, mais malgré tout, elle n'a pas su être là pour eux. Elle était parfois violente, maltraitante physiquement, et donc j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage. Donc vraiment déçue de ne pas avoir aimé comme je l'aurais voulu, parce que sinon le style est bien, mais je voulais quelque chose d'autre. Un roman que je suis super contente d'avoir lu, puisque je vous disais que j'allais sûrement pas le lire et le laisser traîner encore longtemps. Il s'agit de Petite fille perdue de Angela Marson. C'est le 3e tome des enquêtes de Kim Stone. Kim Stone, c'est une enquêtrice de la police en Angleterre, plus précisément dans le Black Country. C'est une région avec un passé minier en Angleterre, donc une région très sombre, plutôt pauvre, et elle va enquêter dans ce contexte-là. Kim Stone, c'est aussi un personnage avec beaucoup de traumatisme. C'est une enfant qui a vécu en foyer, qui a une histoire familiale absolument tragique, et qui du coup, c'est un peu le cliché de la policière dure à cuire, qui ne vit que pour son travail, qui n'a pas vraiment d'attache, euh, qui n'a pas de contacts sociaux, qui est peut-être pas toujours hyper adapté, qui prend les choses très à cœur. Donc voilà, personnage parfois un peu caricatural, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer. Dans ce roman-là, on va suivre des ravisseurs particulièrement machiavéliques, puisqu'ils vont enlever 2 petites filles qui sont meilleures amies. Leurs parents sont hyper amis aussi. Et après les avoir enlevées, ils vont envoyer des textos aux parents en disant à combien est-ce que vous estimez votre amour pour votre fille en livres sterling. La personne qui fera la plus grande offre reverra sa fille vivante, l'autre pas. Et donc on est vraiment plongé dans l'horreur, puisque ces 2 familles immédiatement se retrouvent en compétition. Autant au début elles partageaient le fardeau d'avoir leurs enfants kidnappés ensemble, donc elles savent ce que l'autre vit, elles vont se soutenir, mais à partir de ce moment-là, il va y avoir vraiment un schisme net, et il va commencer à y avoir un peu de suspicion. Est-ce que l'autre famille a fait une offre? Est-ce qu'on devrait la faire ou pas? Sachant que la police leur dit ne faites rien, il faut absolument pas répondre pour le moment, laissez-nous essayer de les démasquer d'abord. Donc on est dans une vraie course contre la montre, ça se passe sur quelques jours, et Kim Stone et son équipe vont essayer de tout faire pour trouver le maximum d'indices, pour savoir qui a fait ça, puisqu'il y a déjà eu la même histoire qui s'est passée 1 an et demi plus tôt, où une fille est revenue et l'autre pas. Et donc pareil, ils vont essayer de voir quelles sont les similitudes pour essayer de démasquer les coupables. Donc c'était très addictif, les chapitres sont très courts, ça se lit hyper vite. C'était très glaçant par moments, puisque les coupables, notamment il y a un personnage, c'est vraiment le prototype de la brute sans cerveau qui aime le mal. Il le dit lui-même, lui sa jouissance, ce qu'il fait le jouir, c'est de voir des gens souffrir, c'est de les tabasser à mort, c'est d'entendre leurs os craquer. Et pendant tout le roman, il terrorise ces petites filles qui sont emprisonnées, puisqu'on a aussi le point de vue des ravisseurs, des petites filles, de Kim Stone, des parents, en leur disant j'ai tellement hâte de jouer avec vous, j'ai tellement hâte de vous faire du mal. Et on est dans sa tête aussi, où il raconte qu'il va vraiment prendre son temps pour les torturer pendant des jours et des jours avant de avant de les tuer. Donc c'était vraiment très dur à lire de ce point de vue-là. J'étais un peu écœurée, et en même temps j'avais hâte d'arriver à la fin de ma lecture pour me dire ça va bien finir, j'espère que ça va bien finir, et voilà. Donc dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé ça psychologiquement très difficile à lire, surtout en étant maman. Donc petit warning pour... J'allais oublier ma lecture audio, j'ai écouté le journal de Monsieur Darcy de Amanda Grange. Donc c'est un roman dérivé de Jane Austen. J'avais très envie de les découvrir depuis un moment, puisque cette autrice, elle a écrit le journal intime de chacun des personnages masculins des héros de Jane Austen. Donc comme ça, on a le point de vue de l'histoire, enfin, on a le point de vue de leur... non, on a l'histoire de leur point de vue, pardon. Et Orgueil et Préjugés, moi, c'est un de mes préférés, donc j'avais vraiment hâte de le lire, et j'ai été plutôt déçue. Alors déjà, le point principal, et c'est la principale raison de ma déception, c'est que franchement, je n'imagine absolument pas
Monsieur Darcy écrire son petit journal tous les soirs, raconter ce qui lui arrive, coucher ses pensées sur papier, raconter, réécrire les lettres qu'il a reçues, décrire ses conversations. Clairement, ça ne correspond absolument pas au personnage. On me dirait, le colonel Brandon, je l'imagine bien. Le capitaine Wentworth, pourquoi pas. Mais vraiment, Darcy, je trouve que ça ne colle pas du tout. Et donc déjà, j'étais pas convaincue par ce format-là. J'aurais préféré avoir l'histoire de son point de vue, être dans sa tête sans que ce soit lui qui écrit son journal. Ensuite, l'autre chose, c'est que finalement, j'ai trouvé qu'il y avait peu de passages ajoutés par rapport à Orgueil et Préjugés. Et j'ai plutôt eu l'impression de voir un mix entre, enfin de lire, d'écouter un mix entre le film, les séries télé, le livre. Ça m'a vraiment rappelé ma lecture, mais c'était pas, il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée. Alors oui, on est dans sa tête, on voit ses tourments, la façon dont il tombe sous le charme d'Elisabeth, comment il essaie de combattre ça parce qu'elle n'est pas à sa hauteur socialement, etc. Mais j'ai pas trouvé que ça ajoutait beaucoup de choses. J'ai pas été passionnée, je me suis plutôt ennuyée, j'avais hâte d'arriver à la fin. Donc franchement, plutôt une déception de ce point de vue-là, ou en tout cas un avis mitigé, parce que j'étais contente d'être dans l'histoire d'Orgueil et Préjugés. Ça m'a donné très envie de le relire d'ailleurs. Mais à part ça, voilà, c'était pour moi totalement oubliable. On va passer maintenant à mes deux meilleures lectures du mois que j'ai chroniquées sur Instagram. La première, c'est Eleanor Oliphant va très bien, aux éditions 10-18 de Gail Honeyman. C'est un roman que j'ai lu pour le book club auquel je participe au Luxembourg et ça m'a fait très plaisir parce que c'est un roman que j'avais envie de lire depuis très très longtemps, bien que je ne sache absolument pas de quoi ça parle avant de le prendre. Et en plus, c'était, je crois, le premier roman choisi par le Reese Book Club. Donc, c'est le club de lecture de l'actrice Reese Witherspoon. Et j'aime vraiment beaucoup suivre ce qu'elle propose parce que ce sont souvent des romans qui m'ont plu quand je les ai lus ou en tout cas que j'ai très envie de lire. Dans ce roman-là, on va suivre Eleanor, qui est une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui vit en Écosse et qui a une vie vraiment très très rangée. Du lundi au vendredi, elle va au travail où elle a un minimum de contact avec ses collègues qui ne l'apprécient pas particulièrement, qui ne sont pas spécialement chaleureux avec elle. Le vendredi soir, elle va à la supérette, elle s'achète 2 bouteilles de vodka, histoire de pouvoir passer le week-end dans un état semi-comateux, pour pas avoir à trop penser, et pour qu'on soit de nouveau le lundi et reprendre sa vie. Les seules choses, la seule autre habitude qu'elle a, c'est tous les mercredis, elle a un coup de téléphone avec sa mère. Et Eleanor, on sait qu'elle a eu un gros trauma. Elle a survécu à un incendie. Elle a d'ailleurs le visage partiellement rempli de cicatrices, mais on n'en sait pas plus. Et elle a cette vie, voilà, très très solitaire. Euh, et elle est aussi assez en dehors des normes. Elle a une façon de se comporter très particulière. Elle est un peu rigide. Elle n'est pas forcément très très sensible à l'humour, au sarcasme, etc. Elle comprend pas en fait les normes sociales qu'on peut avoir à notre époque. Et puis un jour, elle va s'enticher, enfin avoir un véritable coup de foudre pour un chanteur qu'elle voit à un concert, et elle va être persuadée qu'ils sont faits l'un pour l'autre, que c'est le grand amour, et elle va vouloir essayer de changer, de s'adapter à lui, de provoquer la rencontre pour qu'il tombe fou amoureux d'elle lui aussi. Et en fait, ce roman, ça va être l'histoire d'Eleanor qui, petit à petit, va s'ouvrir, qui va s'éclore un peu comme une fleur une fois qu'on l'arrose en fait. Et son arrosage, ben, c'est le fait qu'elle va rencontrer un jeune homme à son travail avec qui elle va développer une relation d'amitié. Au début, elle n'a pas spécialement envie de passer du temps avec lui, elle l'apprécie pas forcément, elle a beaucoup de critiques à faire sur lui. Et puis finalement, elle va se rendre compte qu'à travers cet homme, à travers d'autres personnages qu'elle va rencontrer, qui vont lui apporter de la tendresse, elle va se rendre compte qu'elle a besoin de cette chaleur, qu'elle a besoin d'un peu de tendresse humaine, qu'elle a besoin de contact, et que c'était quelque chose qui lui manquait et qu'elle était seule à en mourir, et que c'était absolument dramatique et qu'elle en souffre, mais qu'elle l'a très très bien caché. Donc c'est un roman qui est très doux amer. Il y a des passages très très drôles. Franchement, elle a des réflexions. Elle m'a fait mourir de rire plein de fois. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'humour, mais en même temps, il y a des moments très tristes parce qu'on a beaucoup d'empathie pour Eleanor qui a une vie finalement très très morne et on a envie de lui faire un gros câlin. Et il y a d'autres moments carrément tragiques quand on apprend un peu plus
ce qu'il y a eu dans son passé. Donc vraiment un roman que je vous recommande absolument parce que malgré tout ça, ça a un côté très feel good. Mais alors attention, pas feel good dans le sens roman hyper cliché où on nous sort des phrases de développement personnel à toutes les sauces et où tout se résout par magie à la fin. Ça c'est tout ce que je déteste. C'est plutôt un roman feel good dans le sens qu'on a une héroïne qui va connaître une vraie évolution, mais à la fin du roman, son évolution n'est pas terminée. On est vraiment même, on peut dire qu'au début, on sait qu'une fois qu'on la quitte, elle va continuer d'évoluer. On sait qu'a priori, elle est sur le bon chemin pour aller mieux, pour avoir une meilleure vie, et on est content pour elle. Et c'est en ça que je trouve que le roman est vraiment feel good. C'est en ça que je trouve que le roman est vraiment feel good. Et voilà, ça touche aussi à beaucoup de thèmes très intéressants. Je ne vais pas tout spoiler, mais donc principalement la solitude et les effets que peuvent avoir des actes de bonté, random kindness, je ne saurais pas comment le traduire. Mais vous voyez, ces gens qui parfois vont vous sourire dans la rue, vont vous prêter 1 euro parce que vous manquez de monnaie à la boulangerie ou tout ça. Ces petits actes qui finalement paraissent insignifiants, mais pour certaines personnes, c'est peut-être les seuls contacts sociaux humains empreints de chaleur qu'elles ont dans leur vie, et c'est ce qui les fait, ce qui leur permet de survivre, pas de vivre parce que c'est pas suffisamment important, mais c'est ce qui leur permet de survivre. Donc vraiment un très très beau roman. Je finis avec un coup de cœur, The Grace Year de Kim Liggett, publié en France, je crois, chez Casterman et après chez Gallimard Jeunesse. Moi, je l'ai lu en VO parce que il est assez abîmé, mais je l'avais eu à la Fnac pour genre 2 euros. Donc je m'étais dit pourquoi pas, puisqu'au moment de sa sortie, j'étais hyper tentée. Dans ce roman, on est dans une sorte de dystopie, on peut dire, puisqu'on est dans une petite communauté complètement soumise au patriarcat. Les femmes ont très très peu de droits. En gros, à leurs 16 ans, elles sont exilées en forêt parce qu'on les soupçonne d'avoir une magie en elles hyper puissante qui pourrait séduire les hommes, les détourner du droit chemin, rendre les autres femmes jalouses. Donc on les exile en forêt pendant 1 an et elles doivent expier leur magie, se délester de leur magie pour pouvoir revenir et être des bonnes femmes, puisque une fois qu'elles reviennent, elles sont destinées soit à être mariées, soit parfois à être reléguées en tant que prostituées, soit à devoir travailler dans les champs voilà, pour ceux qui n'ont pas de chance. Mais en gros, la chance, c'est considéré, c'est le fait de réussir à se marier, faire des enfants, et il faut absolument avoir un garçon, bien sûr, tout en sachant que les hommes dirigent tellement cette société qu'ils peuvent se débrouiller pour se débarrasser de leurs femmes s'ils le veulent. Par exemple, elles n'ont pas le droit de rêver parce qu'on considère que les rêves, c'est de la magie et que ça pourrait être dangereux pour les gens autour d'elles. Donc si jamais on les soupçonne d'avoir fait un rêve, le mari peut tout simplement les dénoncer. Elles vont être brûlées vives ou pendues. Et à ce moment-là, ben, comme ça, il peut se prendre une nouvelle femme, plus jeune, plus fraîche. Donc clairement, c'est un système patriarcal poussé à l'extrême. Vraiment, quand on le voit, ça fait froid dans le dos. Moi, ce que je me dis, c'est que ça pourra jamais arriver, c'est ce qui me rassure. Mais quand on le lit, ça met vraiment dans une colère noire de se rendre compte à quel point ces femmes sont des bouts de viande, des objets complètement dirigés par les hommes. Elles n'ont aucun libre arbitre. Et même si elles veulent se rebeller, elles sont tellement écrasées que c'est vraiment très très dur de trouver le courage tout en sachant que ce serait se mettre en danger et mettre toute sa famille en danger. Et donc, on a un petit côté qui fait penser à la Servante écarlate, et puis on a un autre côté qui fait un peu penser aux Hunger Games, puisqu'on va suivre Tierney qui a 16 ans, qui se retrouve à vivre l'année de grâce. Elle se retrouve en forêt avec les autres filles de son âge, et c'est dans des conditions très très hostiles. Elles sont toutes ensemble, elles doivent se débrouiller pendant 1 an pour vivre. Hein. Elles ont quelques provisions, mais elles n'en ont pas tant que ça. Et surtout, chacune à leur tour, les filles commencent à devenir de plus en plus agressives, de plus en plus mauvaises les unes envers les autres. Il y a voilà, il n'y a pas vraiment de sororité, de solidarité comme elles l'espéraient. Et l'excuse est mise sur le fait qu'elles sont en train de libérer leur magie, que c'est pour ça que ça se passe comme ça. Tierney, elle veut vraiment, elle y croit pas vraiment à cette histoire de magie. Elle veut qu'elles restent solidaires, qu'elles arrivent à s'en sortir toutes, puisque la plupart du temps, toutes ne survivent pas. La plupart soit meurent pour X ou Y raison, soit ce qui se passe, c'est qu'elles sont attirées hors du camp où elles sont par des hommes
qui vont les dépecer vivantes, parce qu'apparemment ce serait le moment où leur pouvoir est le plus puissant. Et donc voilà, il y a vraiment cette peur à la fois de ne pas survivre d'un point de vue, on va dire, nutritionnel, et à la fois la peur de ne pas survivre parce qu'elles vont se faire tuer et torturer de manière atroce par ces hommes qui rôdent dans la forêt. Donc c'est un roman très très haletant, il y a beaucoup d'action, c'est très très stressant, il y a beaucoup de révélations aussi, certaines honnêtement qui se devinent, mais pas toutes, et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant à lire. C'est vraiment une dystopie féministe hyper engagée, hyper glaçante, mais avec un personnage principal très attachant. Il se passe plein de choses, c'est vraiment hyper bien mené. On a une petite romance, mais ça prend pas non plus toute la place. Ça fait réfléchir à beaucoup de choses sur la place de la femme. Et j'ai aussi apprécié que la fin reste un peu ouverte. Tout n'est pas résolu à la fin, ce serait complètement illusoire de penser ça. Il y a encore énormément d'injustice, mais on a un peu d'espoir que petit à petit, les choses vont changer. Peut-être que ça va prendre 50 ans, 100 ans ou plus, mais on est sur le chemin du progrès. Donc un livre que je ne peux que vous recommander de lire. Voilà, cette petite lecture est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous m'aurez bien entendu. N'hésitez pas à me le dire si cette vidéo était un peu mieux que les autres ou si elle était encore plus catastrophique. Si c'est le cas, je suis désolée. Je finis avec un coup de cœur. The Gracier de Kim Liggett, publié en France, je crois, chez Casterman. Et après. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve bientôt.